Bonjour à tous, votre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actu se délocalise au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. Nos invités du jour sont des personnalités du pays, elles composent le comité des sages. Nous avons donc Élie Poigoune, président de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Raifa, ancien maire de Bourail, Marie-Claude Chibaou, veuve de Jean-Marie Chibaou, le père Roch Apikawa, mais aussi Billy Wapocho et bien d'autres personnalités qui composent le comité des sages. Je vous propose, avant de retrouver notre invité, cet extrait. Entre 84 et 88, il y a eu 54 morts. Et entre 84 et 98, il y a eu 70 morts. Pour un petit pays, je vous dis ça, c'est quelque chose. C'est énorme. 70 morts quand même. Ces 70 morts sont nos morts, nous tous. On est tous des êtres humains ici. Voilà. Et vous parlez de la poignée de main de Jacques Lafleur. Je vais vous dire ce que ça signifie. Moi j'étais au début de quelqu'un de très dur. Quand ils se sont serrés la main, moi j'étais derrière moi. J'ai dit à partir de maintenant, celui qui est en face de vous, celui qui est à côté, celui qui est là à côté, celui qui est derrière moi, je le considère comme mon frère. Parce qu'on est tous ici. Donc voilà, le message que je voulais vous transmettre. Voilà. On a vécu cette période, mais on ne veut plus. Ça recommence. Alors nous recevons notre invité, Marie-Claude Chibaou, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de ce comité des sages, nous venons de voir un extrait. Alors vous êtes là pour que le pays ne doit pas revivre les événements, mais comment faire passer le message aux étudiants aujourd'hui? Déjà, ce qui est intéressant avec l'établissement, c'est qu'ils ont fait un travail très, très riche sur les accords Matignon, sur la situation politique du pays. Et donc, on ne vient pas en terrain inconnu. Les enfants sont préparés, les élèves, c'est une classe de seconde. Ils ont beaucoup travaillé et un travail collectif, en groupe, sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est intéressant. On ne vient pas sur un terrain vierge. Alors justement, vous avez parlé de travail réalisé par les élèves. Ces étudiants ont réalisé un sondage. 8 questions ont été posées par les lycéens de ce lycée. Alors une vous concernez. Est-ce que comment justement voir ce comité des sages? Alors, de ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ne connaissaient pas le Conseil des sages. Il faut savoir qu'on existe depuis décembre de l'année dernière, suite à la venue du Premier ministre. Et donc, voilà, on a été constitué justement pour éviter que ne se reproduisent les velléités des dernières élections. Donc, l'objectif de ce comité, c'est de veiller à ce que lors de la campagne électorale, les propos des différents partis qui vont donc débattre sur le terrain ne dépassent pas les limites autorisées. Bon, on n'est pas censeur, on n'est pas là pour juger le contenu, mais on est surtout là pour veiller à ce que la campagne électorale se déroule dans de bonnes conditions. Mais comment vous expliquez que les élèves ne vous connaissent pas? Est-ce que l'idée, c'est d'aller plus les voir aujourd'hui ou d'aller voir les jeunes? Je crois que les jeunes, il faut qu'ils apprennent aussi à s'interroger sur l'actualité. Quand on regarde les enfants d'aujourd'hui, la plupart, ils sont sur leur... voilà, et donc... Leur téléphone, leur téléphone et le quotidien de la réalité, ils ne savent pas toujours. Moi, je considère que, voilà, ils sont peut-être en seconde, mais voilà, nous, on est les gens d'un certain âge et il faut qu'ils se préoccupent de leur futur. C'est un peu le sens de ce que je leur ai dit. Il faut que nos jeunes s'intéressent à l'actualité du pays, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils militent. C'est pas parce qu'on a 16 ans, 17 ans qu'on n'a pas de perspective. Pourquoi on fait des études, pourquoi on s'engage? Voilà, je voudrais qu'ils s'intéressent un peu plus, parce que les événements, c'était il n'y a pas très longtemps. Il y a eu quand même plus de 70 morts. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge, quoi. Et ceux qui sont morts, c'est leur famille. C'est pas des gens de France ou
c'est des gens d'ici. Alors, on va faire parler justement les élèves. Je vous propose d'écouter cet extrait concernant le sondage effectué par les élèves. La deuxième question fait référence au Conseil des sages. Son intitulé est le suivant. As-tu déjà entendu parler du Conseil des sages? Nous notons une grande majorité de non qui montrent que l'information n'est pas ou peut arriver jusqu'aux jeunes. Pour la troisième, la question est: à la maison, parles-tu de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? La majorité des résultats est positif, ce qui démontre que c'est un sujet actuel et important qui motive les parents à en parler avec leurs enfants. Les jeunes saisissent bien l'enjeu pour le pays, mais ne se sentent pas concernés par le vote à proprement parler, puisque la question 4, te sens-tu concerné par le référendum? Une grande majorité de lycéens a répondu non. Cela s'explique peut-être par le fait que la plupart sont mineurs et n'ont donc pas le droit de vote. Penses-tu que la communication, notamment médiatique, est assez présente sur le sujet? Les résultats sont essentiellement négatifs, ce qui peut s'expliquer par le fait que la campagne électorale a commencé tardivement ou bien que les lycéens ne s'intéressent pas au débat. La dernière question, nous avons demandé si les jeunes se sentent inquiets par rapport à ce référendum. La majorité des réponses est positive, ce qui montre que la plupart sont inquiets par l'inconnu le jour d'après. En conclusion, on peut dire que sur certains points, ce sondage nous apprend que majoritairement les jeunes parlent de l'avenir du pays à la maison et au lycée. Alors, Marie-Claude Chibaou, ce sondage montre que les élèves sont inquiets par rapport à ce jour d'après concernant comment les rassurer aujourd'hui. Moi, je n'ai pas eu le sentiment que les élèves étaient inquiets. Ils sont restés... du reste, le résultat du sondage, il n'est pas terminé. Ils sont en train de dépouiller. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il advienne, ce qu'il faut dire aux jeunes, aux élèves, c'est que le futur de ce pays, il sera fait de eux, de ce qu'ils auront décidé. Et donc, voilà, tout le monde est unanime à reconnaître qu'on ne veut pas revivre les histoires de 84. Et donc, il faut qu'ils s'investissent parce que le futur, c'est eux qui vont le créer. Lorsqu'on a regardé la classe tout à l'heure, c'est des enfants d'ici. C'est pas des... et on remarque qu'il y en a qui viennent de Tio, il y en a qui viennent de La Foi, de Bourail, de Koumak, de Poum. Voilà, c'est les enfants de Nouvelle-Calédonie. Et vous avez le sentiment qu'ils se sont investis à travers ces exposés? Le professeur disait que les groupes se sont constitués tout à fait naturellement. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude enfin, il me semble qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et je ne les ai pas sentis préoccupés à quelques... Enfin, 40 jours de la consultation, ils sont bien. Alors, il y avait Octave Tonia qui était présent également, le père Apikawa. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter sur le mot partage. Voilà. Si en 88, au moment des accords de Matignon, l'histoire du destin commun a été mise en avant, c'est qu'il y avait une nécessité. Peut-être pas ici à Pointe-Boute aujourd'hui, ni entre nous les vieux, là, mais pour d'autres gens, où le destin commun, le fait de vivre ensemble, était un problème. Le reste, c'est ce qui explique qu'il y a eu des événements. On n'a pas fait les événements parce qu'il faisait beau ce matin-là. Comme vous a dit Jean-Pierre, il y a eu une accumulation de situations qui a fait que. Donc voilà, si d'aucuns, comme vous ici, on salue cet état d'esprit, vous n'avez pas de problème avec le destin commun, on se salue aussi. Voilà. Il y en a d'autres pour qui il était nécessaire de formuler la chose comme telle. Et si en apparence, comme ça dans le day-to-day, le quotidien, les choses se passent bien, après quand on regarde certaines structures, entre autres les structures économiques, il y a des problèmes qui se posent que là. Il y en a qui ont et d'autres qui n'ont pas. Et avec le vivre ensemble, il y a la notion du partage, n'est jamais fini. Partage de soi, partage de la manière d'être, de penser, tout ça. Et puis peut-être partage aussi des bricoles qu'on a dans la poche ou en banque. Alors en regardant cet extrait, le partage n'est pas fini, mais que faut-il comprendre réellement?
Dans les propos de Père Apikawa, il explique quoi? Que le rééquilibrage, il n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On vient d'ouvrir une annexe de l'université ici. Ça va permettre à d'autres jeunes de la province nord qui n'ont pas pu aller faire des études à Nouméa parce que manque d'infrastructures d'accueil, etc., de faire des études à partir d'ici. Mais voilà, c'est ça que cela veut dire. Il y a encore beaucoup de projets économiques qui peuvent être accompagnés. Ce n'est pas en 20 ans, 30 ans qu'on peut accomplir 150 ans de déni, quoi. Alors, le sujet sur le corps électoral a beaucoup fait couler d'encre au pays concernant les médias et concernant aussi c'est un thème qui a fait travailler les élèves. D'ailleurs, un exposé a été fait sur le sujet. Je vous propose qu'on regarde cet extrait. Et pour avoir le droit de vote, il faut avoir 18 ans, donc l'âge légal pour voter. Et il faut avoir aussi la nationalité française. Et ici, on a mis une maison parce qu'il faut aussi justifier de 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie, donc depuis 1998. En Nouvelle-Calédonie, il y a 3 corps électoraux. Le corps électoral général, tous les citoyens français sont autorisés à voter aux élections municipales, législatives, présidentielles et européennes. Le corps électoral spécial, il faut être inscrit sur les listes électorales en 1998 et justifié de 10 ans de résidence, ainsi que ses enfants à leur majorité électorale pour les élections provinciales. Le corps électoral spécial au scrutin référendaire, il faut justifier 10 ans de résidence lors du référendum de 1998 ou de 20 ans de résidence en 2014, ainsi que ses enfants à leur majorité électorale pour les élections scrutins d'autodétermination. Nous avons appris des choses importantes sur ce thème qui était assez compliqué. Le travail en groupe était une bonne initiative car nous avons pu mettre en commun des idées. Puis c'était amusant de fabriquer des formes en relief quand on a trouvé que c'était une manière plus simple pour comprendre. Alors, Marie-Claude Tchibaou, les jeunes ont du mal à comprendre ce qui se passe politiquement au pays. Comment passer le message plus simplement aux jeunes? Par rapport au corps électoral. Je crois que le travail des jeunes filles qu'on a vu, il est bien clair. Il faut permettre à d'autres jeunes. De toute façon, il y a une exposition qui va se faire dans l'enceinte du lycée. Je pense que voilà, il faut que nos jeunes s'intéressent à l'actualité. Ça, c'est de l'instruction civique. Pour la première fois, le peuple de Nouvelle-Calédonie va être consulté. On a quand même besoin de savoir qui a droit à participer. Donc, il faut que les jeunes se prennent en main. Il n'y a pas des solutions toutes faites. Le savoir, il s'apprend. Ils sont ici pour apprendre. Donc, vous pensez que cet exposé doit être utilisé voilà, absolument. Dans nos classes, dans nos livres d'histoire peut-être. Dans nos livres d'histoire, mais d'une manière générale. Tout à l'heure, les enfants disaient que chez eux, on parle des événements, mais ce n'est pas dans toutes les maisons. Là, c'est la première fois que j'entends des jeunes dire qu'on parle des événements chez eux. Mais il y a combien de maisons où, petit à petit, on commence à... Mais il faut vraiment qu'on s'approprie notre histoire. On ne peut pas faire des trous noirs et puis après on saute à quelque chose. Si on veut aller là-bas, il faut savoir à partir d'où on part. Alors justement, quelle est la solution pour qu'on puisse intégrer notre histoire dans les livres d'histoire aujourd'hui? Déjà, chaque parent, il doit dire l'histoire à son enfant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a participé à écrire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, mon père nous disait les choses. Moi, avant d'aller dire que l'école doit dire, quoi, père et maman, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Quel sens vous donnez à votre engagement? Pourquoi tu vas à l'école? Pour faire quoi? Moi, je sais que quand on était petit, on nous disait, si tu veux réussir, il faut bien travailler à l'école. C'était que ça, bien travailler à l'école. Après, si tu peux être enseignant, c'est bien. Si tu peux être pasteur, c'est bien. Voilà les modèles qu'on avait, nous. Ça, maintenant, c'est autre chose. Si on veut participer à la construction de notre pays, il faut qu'on soit meilleur là où on est. Alors, vous venez de le dire, vous avez eu la chance d'avoir un papa, mais vous avez eu aussi un mari qui a écrit l'histoire. D'ailleurs, je vous propose de regarder cet exposé effectué par les élèves aujourd'hui.
De 1968 à 70, il se rend en France et suit le cours à l'Institut de sociologie de la faculté catholique de Lyon. En 1970, il est d'abord étudiant en section ethnologie à l'école pratique des hautes études. Il rédige ensuite une thèse en ethnologie à la Sorbonne sur le thème de l'identité culturelle. Malheureusement, il ne terminera pas cette étude, mais peu après son retour sur le territoire, il décide d'abandonner le statut de prêtre et demande sa réduction à l'état laïque. En 1974-75, toujours passionné de ce problème culturel, il est le concepteur et l'organisateur du festival Mélanésia 2000 avec Jacques Ikawe, où pour la première fois l'identité kanak apparaît au grand jour sur l'île. Il participe pour l'occasion à la rédaction de Kanak dévoilant cette identité. Et nous trouvons ça dommage que le Mélanésia 2000 n'existe plus. En 1977, il se présente aux élections municipales de Yingen, où il est élu maire. Lors du 8e congrès de l'Union calédonienne, il devient vice-président, tandis que Yewene, François Burke et Pierre Declercq prennent la direction de celle-ci. C'est le point de départ des prises de position plus radicales vers l'indépendance. Ce qui nous a interpellés, c'est que Jean-Marie Tjibaou, c'était vraiment un homme engagé pour son pays et qui voulait vraiment que les choses changent. En 1979, il est élu conseiller territorial du Front indépendantiste qui vient d'être créé. En juin 1982, il est élu vice-président du Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie suite à un renversement d'alliance. Il le restera jusqu'au 18 novembre 1984, jour du boycott actif des élections territoriales par les indépendantistes. Alors Marie-Claude Tjibaou, on dit toujours que derrière chaque homme se cache une grande dame. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je ne vais pas dire qu'il y a une grande dame ou une grande femme. Moi, ce que je peux dire de mon expérience d'époux, c'est que lui, il aurait pu m'écraser compte tenu de ce qu'il a été. En tous les cas, moi, j'ai grandi à côté de lui. Et c'était un ami, c'était un confident, c'était un père, c'était un époux. Et puis, il n'y avait pas de tâche réservée à la femme. Lui, il faisait tout, comme moi. Donc on dira que vous avez, vous, tous les deux, contribué à l'histoire du pays. Il m'a respecté dans ce que j'étais. Il faut savoir que je viens d'une religion protestante, donc éducation rigoureuse. Je suis l'aînée d'une fratrie de... Nous sommes 11 à la maison, donc voilà, ça fait partie de l'éducation de la maison aussi. Et donc, peut-être que on s'est bien rencontrés. Le mariage du protestantisme, du catholicisme. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Le mariage du CALO, de l'ASLF, ça a permis de faire le résultat qui est là. Alors, dans cet extrait, donc on parle de Mélanésia 2000. Est-ce que c'est dommage aujourd'hui que Mélanésia 2000 n'existe plus? Enfin, c'est une réflexion qu'a faite les élèves. Non, je crois que Mélanésia 2000, il a été voulu par Jean-Marie Tjibaou parce qu'il fallait rassembler le peuple kanak, il fallait lui donner conscience de son existence. C'est un flash, un focus. En 1975, dans la ville, à Nouméa, pour interpeller la conscience collective sur l'existence de ce peuple qui jusqu'ici était ignoré, entre guillemets. On ne peut pas faire Mélanésia 2000 toutes les semaines ou tous les 4 ans ou tous les... voilà. Et on appelait à l'époque Nouméa la ville blanche. L'identité culturelle a été reconnue. C'est la naissance de l'agence. Il a continué ça fait partie des négociations, de la mise en place de l'agence. Le centre culturel, il est un pôle de rayonnement de la culture kanak. Et donc, il n'y a peut-être pas lieu de faire ça tous les ans. Ce qu'il faut bien permettre, c'est que la tradition ou la poursuite des actions culturelles ne soit pas, on va dire, dépendante. Complètement dépendante des moyens financiers. On remarque que la culture... D'ailleurs, c'est le cas un peu aujourd'hui. Financier, c'est elle qui supporte
les conséquences. Mais ça n'empêche pas que la culture, elle est bien vivante. Hein. En Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, concernant Mélanésia 2000, je vous propose d'écouter un extrait Billy Wapocho qui s'adresse aux élèves. Le défi du vivre ensemble est un défi de métamorphose. Tout Calédonien, quel qu'il soit, de Lifou, de Marais, de Béa, d'ici, d'Île de Pin, de Bélep, de partout, on a besoin de se métamorphoser pour vivre pleinement notre humanité à nous. C'est un défi d'humanité. Grandir en humanité. Je le dis ça parce que trop longtemps on a compris que c'est une affaire, la métamorphose est une affaire entre ceux qui sont venus ici et ceux qui étaient déjà là avant, mais qui étaient venus aussi ici. C'est important de comprendre ça. Il y a eu plusieurs migrations avant la colonisation dans le pays. Et donc, compte tenu de ça, je vais donner un exemple là-dessus. Si je vais aller à Marais pour rencontrer les gens de Marais, ils conjuguent aussi là-bas les valeurs de respect mutuel, etc. Mais ils le conjuguent différemment. Si moi, gars de Lifou, va là-bas et le conjugue à la façon Lifou, je ne respecte pas les gens de Marais, ils vont me dire, mais attention, à quoi tu t'amuses là? Une grande nécessité de se transformer, de se respecter et de comprendre pourquoi il conjugue ses valeurs de cette façon-là. C'est la même chose quand je vais dans la région Pachichimobi. Alors concernant cette intervention, si Mélanésia 2000 existerait encore, est-ce que justement cet événement aurait permis un peu plus d'humanité, Marie-Claude Tjibaou? Et après Mélanésia 2000, il était prévu Calédonia 2000, qui n'a pas pu se faire à cause des événements. Tout à l'heure, un de nos des membres là parlait des valeurs communes. C'est ça la suite. Ça veut dire mettre en pratique les valeurs qui nous rassemblent. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, tout notre enseignement, il est fait de la culture française. Le contenu, c'est ça. Quand on va chez nos amis européens, on va apporter un bouquet de fleurs pour madame, du vin pour monsieur. Voilà, ça fait pas très longtemps qu'ils commencent à pratiquer nos us et coutumes. Mais ça demande encore à être partagé, puis expliquer le sens des choses. Parce que ça se fait naturellement quand on va dans la communauté wallisienne, futunienne. Mais c'est pas encore un réflexe chez nos amis européens. Donc ils doivent s'en inspirer. C'est ça, Ben, ça fait partie des valeurs communes, c'est ce qu'ils ont décidé. C'est ça la charte des valeurs communes. Donc la mettre en pratique. Alors, voilà. Nouvelle-Calédonie, terre de partage, terre de parole. Voilà. Alors justement, les valeurs communes, c'est aussi votre mission, hein, la bonne tenue de la parole avant le référendum. Alors que pensez-vous justement de cette altercation, une question d'actualité qu'il y a eu à Ouégoua concernant le fait qu'un meeting du FLNKS a été annulé? Alors, je n'ai pas suivi l'actualité, mais lors de notre rencontre avec le Front National, parce qu'on rencontre aussi le Conseil des sages, rencontre les partis politiques, on avait eu écho de cette, des échanges. Des échanges un peu houleux entre le FLNKS et puis par Madame Hénin, qui nous a parlé de ça. Moi, je trouve que voilà, la campagne, il faut qu'elle continue à se passer dans de bonnes conditions. Je regrette que le meeting du FLNKS n'ait pas pu se dérouler parce que on est en démocratie, chacun doit pouvoir s'exprimer, mais à chaque parti de le faire en bonne intelligence. Alors, j'aurais une dernière question, Marie-Claude Tjibaou. Quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui à nos étudiants, à la population du pays, mais aussi à nos politiques? Moi, j'ai envie de leur dire que, voilà, nous, on est les gens d'ici. Nous n'avons pas d'autres patries qu'ici. J'ai envie de leur dire que, voilà, la Nouvelle-Calédonie, c'est un beau pays.
dans la classe tout à l'heure, l'ensemble des élèves reflétaient la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire le métissage, ça veut dire que nos peuples se sont rencontrés. Mais il faut que ça soit plus concret que ça. Je rappelle un peu les paroles du père Apekawa quand il dit qu'il faut qu'il y ait plus de partage. C'est partager le savoir, partager l'économie, partager le... Voilà, s'entraider. C'est pas normal que dans un pays aussi beau, je reviens sur les squats. Pourquoi il y a encore des squats? Il y a plein d'argent ici. Alors, il faut juste voilà, décider. Ça revient à la question rééquilibrage, du rééquilibrage. Le rééquilibrage. Et puis, je me dis que je fais confiance aux hommes et aux femmes d'ici. Tout le monde déclare à l'unanimité qu'on ne veut pas revivre les événements, mais il appartient à chacun de nous, pas que eux qui font les discours, mais à chacun de nous de faire que ce futur, il soit un pays, que l'on fasse de notre pays un pays magnifique. Hein. On a la chance de pouvoir écrire nos pages à nous. Donc à nous de l'écrire. À nous de l'écrire. Voilà, merci Marie-Claude Tjibaou d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le journal.